Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elles sont les gardiennes de la planète. Le réalisateur Jean-Albert Lièvre consacre sous ce titre un saisissant documentaire aux baleines. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Eh bien, on va réviser le fonctionnement des institutions à l'occasion du début, ce sera demain, de l'examen par le Sénat du projet de loi sur les retraites. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Un oiseau a parcouru plus de 13 500 km en 11 jours, elle va tout vous dire. Et puis rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier. On continue à voyager. Direction cette fois le Kosovo avec l'ONG Toka qui travaille avec des jeunes peu favorisés. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Elles sont bleues et minces, bossues et massives, boréales et arrondies, grises avec une petite tête, franches et dodues, ou encore à dents, mais on les nomme des cachalots. Elles habitent notre planète depuis 50 millions d'années et elles ont su survivre et s'adapter pacifiquement. Ce sont les baleines, héroïnes d'un superbe documentaire signé Jean-Albert Lièvre. Il vient de sortir en salle. Son titre, Les gardiennes de la planète. On plonge. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Nous y parcourons plus de 10 000 km par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Une symphonie qui ne s'arrête jamais et qui s'étend aux quatre coins des océans. C'est nous, tous les êtres vivants qui, liés les uns aux autres, autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de cette planète. Jean-Albert Lièvre, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici. C'est bien sûr pour partager notre enthousiasme pour votre film, mais c'est aussi parce que vous avez tenu à ce qu'il parle beaucoup aux enfants. Il y a un kit pédagogique par niveau. Il y a ces images aussi de cette petite fille. C'est un peu le fil conducteur du film qui va sauver ou pas. On va laisser le suspense. Une baleine échouée. Vous avez beaucoup pensé aux jeunes quand vous avez fait ce film, aux enfants? Oui, parce que je pense que la nouvelle génération est peut-être celle qui arrivera un jour à communiquer avec les baleines. Vous savez, on cherche depuis toujours à communiquer, depuis qu'on regarde le ciel. Ouais. On cherche à communiquer avec peut-être une intelligence extraterrestre. On les a envoyés là-haut, les baleines d'ailleurs. On a envoyé des sons, on a envoyé des messages, on a gravé des messages sur le sol. On a envoyé un disque avec un chant de baleine, qui est le chant d'ailleurs que vous avez en début de film. En intro, d'accord. C'est le premier à être capté, c'est ça, on est dans les années 60, milieu des années 60. Par Roger Penn. Voilà. Et en 77, la sonde Voyageur embarque. Et elle vient de sortir. Elle est sortie il y a 2 ans du système solaire. Et là, elle navigue désormais à jamais. Et puis rien ne l'altérera jamais. Mais vous croyez qu'on va réussir à décoder ce langage? Parce que, en fait, là-haut, il y a sûrement une civilisation extraterrestre intelligente, une société intelligente. D'accord, je vous laisse le sûrement. Ouais. Moi, je prends peut-être, mais bon. Mais c'est tellement vaste, c'est tellement grand, il y a tellement d'étoiles qu'on a peu de chances d'avoir une réponse à nos messages. Par contre, là, sous les océans, on a une société extraterrestre, puisqu'elle est dans les océans, pas sur Terre, intelligente, qui a communicante, qui a son propre langage, son propre réseau de communication, et avec qui on pourrait échanger. Donc c'est peut-être cette génération-là qui un jour communiquera avec elle et décodera le message. Une civilisation qui, et c'est un des messages de votre film, a réussi à survivre
pacifiquement et sans détruire son environnement pendant 50 millions d'années. Ouais, c'est pas totalement le cas de l'être humain. 50 millions, c'est C'est le moment où le mammifère qui va donner naissance à la baleine, c'est 45 millions si je me souviens. C'est 35. 35, pardon. Ouh là là, j'ai mal révisé. C'est une lente évolution. Bien, en fait, c'est plusieurs dizaines de millions d'années en tout cas. Et effectivement, elles ont une connaissance de notre environnement, de l'océan. Elles jouent un rôle sur le bon équilibre de l'océan, qui lui joue un rôle essentiel sur le bon équilibre de cette planète. Mais ça, on va en parler, parce que c'est aussi un film sur le réchauffement climatique que vous avez fait, sur la biodiversité, les grands équilibres de la vie. Oui, enfin, c'est un film sur l'équilibre de la planète, sur la connexion du vivant. L'idée du film, si j'ai bien compris, elle est née il y a très longtemps, et elle est née d'une émotion. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film au cinéma, parce qu'il n'y a que le cinéma qui donne cette immersion. Surtout le cinéma qui peut provoquer des émotions fortes. Et alors, vous, la vôtre? La mienne, c'était un jour en plongeant au Turks et Caïcos avec des baleines. C'est dans les Bahamas, c'est ça? Oui, c'est au large des Bahamas. C'est un récif corallien, mais immergé. C'est un peu la Corse, mais sous-marine. Ouais. Et donc, c'est une région où les baleines d'Alaska, du Groenland, descendent et se reproduisent là. Et on était là pour une émission d'Ushuaïa, mais ça s'était mal passé. On avait du mal à les approcher, parce que vous savez, en fait, les baleines, soit elles viennent à vous, mais c'est pas, vous pouvez pas leur courir après. Elles sont tellement rapides dans l'eau. Et un jour, j'en ai eu une autour de moi. Que vous prenez pour un rocher au début? Je prends pour une patate de corail au départ. Parce que vous savez, elles ont des petits coquillages. Oui, c'est ça. Et l'eau était un peu trouble, et j'ai vu la patate de corail bouger. Donc j'ai cru avoir un malaise. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une baleine. La tête était là, la queue était là, et elle a tourné autour de moi. Elle m'a regardé, et ça a été d'une telle émotion, d'une telle intensité, que je me suis dit, il faut un jour que je fasse un film et que je fasse partager cette émotion. Et entre-temps, vous avez fait des dizaines d'émissions d'Ushuaïa, plein de documentaires, et maintenant ce film absolument formidable. Il y a beaucoup de musique dans le documentaire, on entend surtout le chant des baleines. Les chants, devrais-je dire, parce qu'il y a beaucoup de nuances, beaucoup de modulations. On va continuer à parler de ce mammifère marin qui nous vient du fond des âges, après l'anti-sèche. Emma Guessel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça y est, vous êtes concentré? Je suis concentrée, mais je suis émue par le réseau, donc je me suis dit comment elle va faire, happée par le récit. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Allez, on va aller vers d'autres animaux un peu étranges, les mammifères politiques. Le projet de loi sur la réforme des retraites arrive demain en commission au Sénat, et vous vous êtes dit que c'était l'occasion de faire un point sur le fonctionnement de nos institutions, parce qu'évidemment tout ça, c'est au programme scolaire. Ah oui, je me suis dit que c'était l'occasion, à travers cette réforme qui occupe une grande partie des débats en France, de montrer toutes les étapes de vie, si on peut dire, d'un projet de loi. Donc la réforme des retraites. Avant d'arriver au Sénat demain, elle est d'abord passée par l'Assemblée nationale. Ça, c'est le fondement même de notre démocratie, de la Ve République, avec la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est bicéphale, c'est-à-dire qu'il est partagé entre le président de la République et le Premier ministre, qui dirige le gouvernement et donc fait exécuter et appliquer les lois. Il y a ensuite le pouvoir judiciaire qui appartient aux juridictions, comme le Conseil constitutionnel, qui surveille donc l'exécution des lois et sanctionne leur violation. Et enfin, il y a le pouvoir législatif, celui qui nous intéresse en ce moment. Absolument, avec le Parlement. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui élaborent les lois, et donc qui examinent en ce moment cette réforme des retraites. Voilà, mais c'est un projet de loi, c'est pas une proposition de loi, et ça dit tout. Projet de loi, ça veut dire que c'est une proposition qui vient du gouvernement, et qui là, en fait, vient quand même d'Emmanuel Macron directement. Tout à fait, voilà. Avant que ce projet de loi n'arrive à l'Assemblée nationale, c'est d'abord un projet porté par Emmanuel Macron lorsqu'il s'est représenté pour l'élection présidentielle l'année dernière. Dans son programme, s'il était élu, il souhaitait faire reculer l'âge de départ à la retraite. Et comme il a été élu, il s'y est attelé. Exactement. Et donc son gouvernement a proposé un projet de loi. Elisabeth Borne, notre Premier ministre, l'a annoncé le 10 janvier dernier. Moins de 15 jours plus tard, le texte était examiné en Conseil des ministres où il a été validé. 6 février, début de l'examen dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et on l'a vu, les échanges ont été très, très tendus pour cette première lecture qui a duré jusqu'au vendredi 17 février minuit. Les débats ont été tellement compliqués que les députés n'ont pas pu parler de ce fameux article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans, et tout cela à cause de nombreux amendements. 13 000 amendements qui ont été déposés par la NUPES. Exactement. Alors qu'est-ce que
les amendements, eh bien, ce sont des modifications des textes initiaux ou des ajouts de précision dans un projet de loi. Donc la gauche avait en effet déposé 13 000 amendements, ce qui bien sûr rallonge les débats, avant de finalement en retirer des milliers pour que ça aille plus vite. Toujours est-il que cela n'a pas suffi pour aborder tous les sujets, et le texte est donc parti au Sénat sans vote de l'Assemblée nationale. Sénat où il sera donc étudié en commission à partir de demain. Et à partir de quand arrive-t-il au Palais du Luxembourg Voilà, donc, ils étudient le texte demain, c'est ça? Voilà, donc en fait, il arrive d'abord en commission, et ensuite tous les sénateurs dans l'hémicycle. Ça sera le 2 mars prochain. Les sénateurs auront 10 jours pour débattre et ils promettent déjà que les discussions sont plus apaisées, moins houleuses qu'à l'Assemblée nationale. Ils adopteront un train de sénateurs. Que se passe-t-il si le Sénat adopte le projet de loi qui n'a pas été par l'Assemblée? Eh bien, dans ce cas-là, il y a une discussion qui a lieu en commission mixte paritaire, ce qu'on appelle CMP. Donc 7 députés, 7 sénateurs, constitués en fonction du poids de chaque groupe politique et qui doivent donc arrêter une version commune du texte. Et faisons l'hypothèse qu'il n'y arrive toujours pas. Eh bien, le texte doit repartir à l'Assemblée nationale pour être à nouveau examiné. C'est ce qu'on appelle le système de navette. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment puisque l'ensemble du débat parlementaire est limité à 50 jours au total. Et à partir de là, il y a 3 possibilités. Soit l'Assemblée nationale et le Sénat trouvent un accord et le texte est adopté, soit ils ne trouvent pas d'accord et le texte risque de passer par ordonnance, ce qui n'est jamais arrivé. Et dernière option, la commission mixte paritaire trouve un accord, mais le texte est une nouvelle fois rejeté par l'Assemblée nationale et à ce moment-là, le gouvernement peut enclencher un nouveau 49.3 pour faire passer le texte en force. Donc vous voyez que tout cela est très bien ficelé, mais qu'il s'agit aussi de stratégie, de jeu parlementaire entre les différents groupes politiques. Et on le voit très bien avec l'examen de cette loi, qui est donc très très compliqué. Comme à chaque fois qu'il y a un projet de réforme des retraites, ceci étant. Tout à fait. Emma, merci beaucoup. On va se retrouver pour la récré. Absolument. Sujet plus... Oui, on va parler d'oiseaux. Ah, c'est génial. Maintenant, on va reparler de mammifères marins. Ouais, l'oiseau tout à l'heure. Les gardiennes de la planète. Elles sont filmées au plus près par une équipe de plongeurs caméramens absolument extraordinaires. On les voit aussi du ciel grâce à des drones. Ça donne quelques scènes assez inouïes, comme celle du repas. Des arabesques de bulles se dessinent à la surface de l'océan. Et c'est le procédé qu'emploient les baleines pour piéger le krill et les crevettes. Et j'ai appris tout cela, c'est dans le documentaire de Jean-Albert Lièvre qui vient de sortir en salle, Les gardiennes de la planète. On peut aussi réviser son anglais, parce que vous êtes parti d'un texte. Oui. On entend d'ailleurs un extrait du texte à la fin, dit par son auteur. Whale Nation, la nation des baleines. Des baleines, oui. C'est un poème en prose qui a été écrit dans les années 80, qui a d'ailleurs été à l'origine... Hitchcock Williams. Hitchcock Williams. Hitchcock. Heathcote. Voilà. OK. Par M. Williams. Et en fait, pour moi, ça a été le déclencheur du film, parce que je me suis dit, c'est le texte idéal pour un support, pour une narration. Alors, je l'ai réadapté... Vous l'aviez rencontré comment, vous, ce texte, aujourd'hui? Alors, moi, je l'ai rencontré, le texte, par hasard, sur les bouquinistes. Ah, génial! Vous étiez en train de flâner? J'étais en train de flâner, et il était en anglais, je l'ai lu. J'ai pris contact avec l'auteur, qui, à l'époque, était encore vivant, parce qu'il est décédé, malheureusement, entre-temps. Je l'ai rencontré, il m'a donné les droits, enfin, on a négocié un truc, et donc, j'ai adapté le texte au film, en insufflant des données plus récentes. D'accord. Et vous l'avez fait dire par Jean Dujardin. Et je l'ai fait lire par Jean Dujardin. D'accord. Et donc le nous des baleines qui parlent ou le tu qui s'adresse à un public. Alors c'est vrai que ça donne un caractère, ça donne le sentiment qu'on s'adresse plus aux enfants d'ailleurs qu'aux adultes. On n'a pas l'habitude de les tutoyer, mais au fond non. Pas forcément. Je sais que ça c'est le texte, tout ça. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui détestent le côté anthropomorphique. Moi, l'anthropomorphisme, pour moi, c'est un vieux débat, parce qu'aujourd'hui, on sait que les animaux ont des sentiments. On sait que, quelque part, ils peuvent être des personnes non humaines. Ils ont la compassion, ils s'entraident les uns les autres. Et pour les baleines, elles ont leur propre langage. Et alors, vas-y, terminez, je vous demanderai. Elles sont en réseau, elles communiquent sur des distances dingues, elles sont peut-être encore plus connectées que nous. Donc c'est là où vous avez dit on peut les faire parler, quoi. Donc moi ça me gênait pas. Et comme je voulais créer une proximité entre le spectateur et les baleines, cette adresse directe, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne mieux. C'est vrai. Et c'est autant les baleines qui regardent les spectateurs dans la salle et qui s'adressent à eux que le spectateur qui regarde le spectacle des baleines. Comment on fait pour approcher les baleines? Vous l'avez un tout petit peu dit dans la première partie de l'émission à travers votre expérience à vous, mais elles ont quand même appris en 200 ans à se méfier de l'homme. On leur a fait beaucoup de mal aux baleines. Oui, mais elles nous en veulent pas, elles ne sont pas rancunières.
Non, elles se laissent... Elles sont vraiment pas rancunières, parce que toute une partie de la croissance mondiale et du développement économique s'est fait sur l'exploitation des baleines, sur le dos des baleines au sens propre du terme. Oui, non, il n'y a rien de plus doux, de plus harmonieux, de plus empathique qu'une baleine. En fait, bon, elles ne sont pas toutes comme ça, chacune a sa personnalité. Mais quand on arrive à rentrer en contact avec elles, c'est elle qui décide et qui reste avec vous. Donc, on peut passer 5 ou 6 jours, voire plusieurs... sans en voir une. Sans en voir une, sans en approcher une, en les voyant souffler au loin, mais elles ne se laissent pas approcher. Et en une journée, avoir un contact fabuleux qui permet de faire des images pour une grande partie du film. Il y a des scènes extrêmement bouleversantes dans ce film, c'est les scènes avec les baleineaux. Oui. Il y a le maternage de la baleine, et puis, ça c'est ce qui est dit dans le texte, une sororité dans le monde des baleines, c'est-à-dire entre filles, elles s'entraident. Pardon, je cède à mon tour à l'anthropomorphisme, mais il y a un truc très fort en fait. C'est la réalité, c'est une société qui s'entraide, qui a peut-être percé le secret d'une vie harmonieuse. Nous, on devrait peut-être s'en inspirer là, dans ces périodes un peu compliquées et les news pas très joyeuses. Très gaies. Elles sont non violentes entre elles. Elles ne s'attaquent jamais. Il peut y avoir des attaques d'autres espèces. Les orques, qui sont des baleines aussi, qui sont des cétacés, ce qu'on appelle la baleine tueuse, peuvent attaquer, peuvent essayer d'attaquer des petits. Mais les baleines à bosse, etc., s'interposent généralement. Il y a une scène qui avait été filmée, photographiée, pas filmée, d'une baleine qui s'était interposée entre un orque et un phoque, et qui avait porté le phoque sur son dos pour le ramener sur la banquise, pour ne pas qu'il se fasse dévorer par l'orque. Extraordinaire, par l'orque. Et donc... Parce que l'orque a beau être méchant, quand il voit la baleine, il se dit quand même, elle est plus grosse que moi, quoi. Et elles sont... on a sûrement des choses à apprendre d'elles. Il y en a qui me passent entre les jambes, raconte dans Le Parisien René Euzet, c'est un de vos plongeurs, un de ceux qui a filmé ce documentaire. Il parle là d'Irène, un cachalot qui aime se mettre juste au-dessus de son front. Et là, il dit « Je me rends compte que j'ai 20 tonnes de tendresse sur la tête ». Fin de citation. On retrouve baleines et cachalots dans quelques minutes. Pour l'instant, la récré. Emma Guessel. Emma, dans l'heure de la récré, vous nous parlez des exploits d'une barge rousse. Donc on n'est plus chez les baleines, on est avec les oiseaux. C'est une espèce dont vous ne nous aviez pas encore parlé. Mais non. Voilà. Emma, grande protectrice des animaux dans cette émission. Absolument. Donc alors, regardez. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Regardez. Il s'agit d'un oiseau qui a l'habitude de parcourir de longues distances. Donc la barge rousse, elle niche dans la toundra arctique et en hiver, elle migre vers le sud pour passer donc l'hiver au chaud. Et donc là, une barge rousse a battu un record. Des experts ont équipé l'oiseau d'une balise GPS pour suivre son vol pendant la migration. Elle a parcouru 13 560 km en 11 jours. Et 1 heure, pour être précis. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel. C'est un record, mais c'est pas non plus exceptionnel, parce que ce sont des oiseaux qui ont l'habitude de parcourir de longues distances, comme je vous l'ai dit. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, l'oiseau ne s'est jamais arrêté pendant ces 11 jours. Et c'est 13 560 km parcourus. Et donc, comment ils font? En fait, les oiseaux se préparent à ce voyage. Ils mangent énormément pendant un mois, ce qui leur permet de grossir de la moitié de leur poids et donc de réussir à parcourir cette longue distance. D'accord. Et alors, comment elle s'est retrouvée avec une balise GPS sur le dos, cette barge rouge? Record woman, je sais pas comment on dit. En fait, c'est pas uniquement pour calculer des records. Hein. Dans le cas de cette barge rouge, c'était pour voir un petit peu comment allait être son parcours. Et en général, pour les oiseaux, ça permet de voir où est-ce qu'ils font une pause, où est-ce qu'ils passent l'hiver, où ils arrivent, où ils se posent, et donc finalement de pouvoir mieux les protéger. Voilà pour cette histoire de la barge rousse. 13 000 km. Les baleines, c'est 8 000, hein, c'est ça? Ça peut être 10 000. Même 10 000, ouais. Ça peut être c'est des distances énormes. Parce qu'en fait, elles vont chercher les eaux chaudes pour s'accoupler, et ensuite les eaux froides pour se... Elles sont sur les deux hémisphères. Voilà. Donc partagées par l'équateur, et au sud, elles vont de Tahiti, Tonga, le sud de l'Afrique, sur l'Antarctique, et au nord, elles montent sur l'Arctique. C'est ça. Donc au nord, c'est Basse-Californie, Hawaï, de l'autre côté, ce sont les Açores. Et sinon, elles vont dans elles montent en Arctique. Dans le golfe du Saint-Laurent, tous ces trucs-là, où on peut les voir facilement. Saint-Domingue, elles remontent en Arctique. C'est ça. Merci Emma. Merci à vous. Les gardiennes de la planète, Grand Oral. Elles étaient sans véritables ennemis avant que les hommes commencent à les chasser. Ce sont les baleines, les gardiennes de la planète. C'est le titre du documentaire que leur consacre Jean-Albert Lièvre. Je veux bien qu'on s'arrête quand même 3 secondes sur ce qui est montré, alors montré avec des images d'archives, mais qui est montré dans le film, c'est cette
exploitation complètement dingue de la baleine. Alors c'est vrai que si on a lu Moby Dick d'Herman Melville, on est au courant de ce genre de choses. Mais enfin quand même, on retrouvait de la baleine partout, voilà. Partout, dans le plastique, enfin le lino, la cosmétique, les cosmétiques. La pharmacie, les médicaments, l'huile, l'éclairage. Les villes se sont éclairées petit à petit, ce que j'illustre dans le film. Absolument. Par les petites lumières qui étaient en fait de l'huile de baleine, et c'est devenu des villes. New York, tout ça était illuminé à l'huile de baleine. Et même jusqu'à l'exploration spatiale à un moment donné, parce que ça s'est arrêté dans les années 80, le moratoire un peu plus tard. Sur les baleines, ouais. Parce que les cachalots vont tellement profond, l'eau est tellement froide à grande profondeur que leur huile ne gèle pas. Et c'est un antigène naturel adapté pour l'exploration spatiale. Bien sûr. Certains petits robots, certaines petites trucs. Ils fonctionnaient à l'huile de cachalot. Donc tout le développement. Et en fait, quelque part, ça a été sauvé par l'arrivée du pétrole, de la voiture, du plastique. Et oui, on n'a plus besoin de l'huile. On n'a plus besoin de l'huile. Ou moins besoin en tout cas, parce que ça ne s'est pas arrêté quand même du jour au lendemain. Non. Dans les effets du développement humain sur le monde des baleines, il y a aussi cette scène que vous montrez, l'invasion des océans par le plastique. Oui. Alors, oui, le plastique, ça c'est le gros problème. Aujourd'hui, un des gros problèmes, parce qu'il y a le son aussi, la nuisance sonore, le trafic maritime et tout ça. Mais le plastique, c'est 8 millions de tonnes chaque année, là, en ce moment, qui sont déversées dans les océans. Parce que le plastique, même jeté à Paris, tombe dans la Seine, coule jusqu'au Havre et se retrouve dans la... Il y a de plus en plus de villes d'ailleurs qui mettent sur les plaques d'égout, attention, prochaine étape, c'est la mer. Quoi. C'est la mer, ça, c'est très bon. J'avais proposé ça il y a... C'est pas vrai, c'est grâce à vous? Non, c'est pas grâce à moi, mais j'avais vu ça... En tout cas, super idée. J'avais vu ça aux États-Unis, à Santa Monica, il y a ça, il y a des petites images... Mais là, on le trouve dans certaines villes, loin de la mer, parce que quand on est près de la mer, on s'en doute, c'est assez intuitif. Enfin bref, donc 8 millions de tonnes de plastique chaque année, et si on ne règle pas le problème, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. C'est juste énorme. Petite scène, on va faire un mini spoiler, mais pour les gens qui ont vu le film ou pour ceux qui vont le voir, il y a une scène assez forte où une baleine essaye de manger un déchet dont on imagine que c'est un seau en plastique un peu déchiqueté. Elle veut l'avaler et donc on se dit non, ne touche pas à ça, t'es idiote, tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle l'a lâché, on serait intervenu si elle l'avait dévoré. C'est René Euzé qui a filmé cette scène. René Euzé que je citais tout à l'heure, un de vos plongeurs, qui filme depuis 20 ans le même groupe, parce que les cachalots sont sédentaires, ils sont en famille, ce que vous expliquez tout à l'heure. Là. Ils ne bougent pas trop, Et donc elles reviennent en groupe, et le groupe reste uni toute sa vie. Donc il les connaît tous, et eux le reconnaissent. Donc, et quand il a filmé cette scène, il allait intervenir s'il y avait un problème. Mais le cachalot a lâché le seau pour dévorer la caméra, pour jouer en fait avec la caméra. Il n'a pas vraiment mangé la caméra. Non, c'était pour jouer. Il l'a attrapé quoi. Il l'attrape, il la serre, puis il a lâché la caméra et a serré la cuisse de René et a joué avec lui, il l'a ramené à la surface. Et il a senti qu'il ne serrait pas, que c'était juste un jeu. Mais enfin, il faut être René Euzé pour pas avoir la trouille à ce moment-là. Pour maîtriser ce genre de plongée. Waouh, extraordinaire. C'est un petit spoiler, mais ça on le voit pas. On peut pas, par définition, le voir à l'image, puisque la caméra a été prise dans la gueule du cachalot. Mais voilà. Vous disiez alors les pollutions sonores qui déboussolent bien sûr les baleines, puisqu'elles utilisent leur chant pour communiquer. Les satellites aussi, j'irais pas penser. On pense qu'elles se repèrent aussi par rapport aux étoiles la nuit. Oui, alors on sait qu'elles se dirigent en ligne droite, d'un point A à un point B, donc pour aller rejoindre leur lieu de migration, sur des distances dingues, et on sait qu'elles ne dévient que de 4 ou 5 degrés, pas plus, parce qu'on a posé des balises. Donc forcément, elles s'alignent sur quelque chose, comme les oiseaux. Donc, récemment, les baleines, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Dont le ciel, la nuit. Il y a le ciel, les étoiles, il y a le soleil, la journée, la nuit du soleil, il y a la magnétosphère, vraisemblablement. D'accord. Et il y a aussi peut-être des mâles, des grands mâles qui se positionnent tout au long du chemin, en balise. C'est par ici. Et qui chantent. Et moi, Ah oui, pour les attirer. Pour les attirer. Parce que le chant, il peut aller jusqu'à 1000 km, c'est ça Oui, et le chant, il y a un courant froid qui traverse tous les océans, qui s'appelle le SOFAR, qui se trouve à entre 300 et 1000 mètres de profondeur, et qui a la faculté de propulser les sons, comme une fibre optique. À toute vitesse. Donc elles ont leur fibre optique. Et donc elles se mettent dans ce courant, chantent, et le son est propulsé à l'autre bout de l'océan.
Dernière question autour de ces enjeux liés à tout simplement à notre vie. Vous terminez d'ailleurs le film là-dessus, vous décrivez leur rôle sur l'équilibre global de la planète et notamment le rôle assez méconnu du phytoplancton. Ouais. Le phytoplancton, il faut savoir que cette planète, c'est une planète eau. Il y a plus d'eau que d'autres choses. Ouais. Les pertis immergés, en fait, on est presque en permanence sur une île, entourée d'eau. Et quand on est la nuit sur l'océan, on ne voit que de l'eau et on ne voit plus aucune terre. Enfin, on réalise vraiment ça. Sur cette terre, l'oxygène, les mammifères absorbent de l'oxygène et recrachent du CO2. Et les plantes, elles, captent le CO2 et recrachent de l'oxygène. Donc elles sont vitales pour l'équilibre du climat, de la planète. Sur les continents, ce sont les arbres, les plantes, etc. Elles ont des racines pour se nourrir. Mais dans les océans, c'est le phytoplancton. Et c'est responsable pour 70% de l'oxygène de cette planète. Mais le phytoplancton, il n'a pas de racines pour se nourrir. Il se nourrit comment ? Il se nourrit grâce aux baleines, par l'excrément des baleines. Et les baleines qui se déplacent, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des dizaines de milliers de kilomètres, et qui en plus vont en grande profondeur, sèment partout dans l'océan. Mangent du phytoplancton, font caca. Et nous pouvons respirer. Voilà. C'est un peu ça l'histoire finale. Et en plus de ça, le phytoplancton est mangé et dévoré par le zooplancton. Mais les baleines se nourrissent de zooplancton. Donc, Gardienne de la planète, c'est à voir sur tous les écrans. Vous restez avec nous, on va voyager encore un petit peu. On va aller du côté, cette fois, du Kosovo. Emma, merci. Marie-Olivier, Cours particulier. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et dans le cours particulier, on va continuer à voyager aujourd'hui. On va au Kosovo. Vous nous présentez une ONG, Toka, T-O-K, une ONG qui travaille avec les jeunes les moins favorisés. Tout à fait. Toka, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2015 dans la ville de Pristina, au Kosovo. Elle s'adresse aux jeunes et aux enfants les plus défavorisés avec des méthodes que l'on a l'habitude de rencontrer dans cette chronique, mais qui ne sont pas toujours utilisées dans le système éducatif. Par exemple, l'apprentissage par le faire, l'éducation par l'expérience et le bénévolat. Donc ça s'applique en dehors des murs de l'école ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elles peuvent être réalisées dans le cadre scolaire, évidemment, dans le cadre d'un projet, mais les jeunes bénévoles des Service Learning Clubs, donc ce sont les clubs d'apprentissage par le service, agissent pour leur communauté. Donc ça peut être au sein de l'école, mais ailleurs aussi. Vous avez un exemple de club Oui. D'un de ces clubs ? Oui, 25 jeunes bénévoles ont créé un club qui s'appelle Terfilat, dans la ville de Prizren, donc c'est toujours au Kosovo. Le problème qu'ils ont identifié, en général, les écoles de grande taille consomment beaucoup d'énergie et on pourrait vraiment réduire considérablement leur empreinte environnementale. Et donc leur idée à ces 25 jeunes a été de créer un moyen plus économique et écologique de produire de l'énergie. Lequel ? Alors en fait, ils se sont mis à créer 2 générateurs qui captent l'énergie éolienne. Et grâce à une collecte de fonds, ils ont aussi réussi à installer un système qui permet de redistribuer cette énergie sous forme d'électricité au sein de la cour de l'école. Donc ça rend service à la planète, bien sûr, mais aussi aux 500 élèves et à la centaine d'enseignants de l'école. Super, ça c'est un exemple autour de l'efficacité énergétique, mais il y a plein de domaines qui sont abordés dans ces clubs, c'est ça ? Plein de domaines. L'idée, c'est vraiment toujours de venir en aide aux communautés. Donc il y a aussi des projets sur l'égalité homme-femme, sur la place des femmes. Il y a eu une campagne sur la santé mentale, sur le handicap, ou sur la sécurité routière, ou encore des jeunes qui ont créé un café et un lieu de parole contre le harcèlement. Donc ça, c'est tout le volet apprentissage par le service de Toka, mais ils ont aussi d'autres programmes qui permettent notamment de voyager. Tout à fait, ils ont 4 programmes en tout. Il y a un programme d'internationalisation donc, qui permet aux jeunes de voyager. Il y a des échanges qui sont faits avec d'autres pays européens. Toka organise aussi des camps de vacances sur différents thèmes au Kosovo et à l'étranger. D'accord, ils travaillent donc souvent en dehors de l'école, parfois dans l'école, avec les enseignants ? Oui, ça fait partie du dernier programme, le programme d'institutionnalisation. Globalement, le but, c'est que le système éducatif kosovar rattrape en fait les pays de l'OCDE. Il est loin pour l'instant, c'est ça ? Il est loin, il est très loin. En 2018, le Kosovo était 76e en maths, 76e en sciences et en lecture au total sur un total de 79 pays, donc vraiment en bas de l'échelle, dans les études PISA qui sont menées par l'OCDE. Et donc là, il va vraiment falloir que Toka forme plein d'enseignants pour améliorer la situation. Tout à fait, ouais. Et c'est ce qu'ils veulent faire, puisque le jour de la Journée mondiale de l'éducation, donc le 24 janvier dernier, Toka et la faculté d'éducation ont signé un accord avec la municipalité de Pristina afin de former tous les professeurs de mathématiques de collège à la méthode apprendre par l'expérience qui est accréditée par le ministère. Ils avaient déjà été formés à cette méthode ? Oui, en fait, il y avait eu des projets pilotes qui avaient bien fonctionné au sein du pays. Cette méthodologie rend vraiment l'enseignement plus simple et apparemment plus efficace, avec de nombreuses activités qui sont mises en place pour les élèves. Activités comme du dessin ? Oui, tout à fait, du dessin, de l'art, des expériences scientifiques, des activités qui permettent en fait de scinder les temps d'apprentissage, de préserver l'attention des élèves et de les faire apprendre autrement. Dans cette configuration, le professeur n'est plus le sachant, mais les élèves sont les principaux acteurs de leur apprentissage. C'est un changement
changement de paradigme qui est apprécié des élèves et des enseignants. Et juste d'un mot, on a une idée de l'impact du programme ? Plus de 15 000 jeunes ont été accompagnés par les programmes TOCA, plus de 400 projets au sein des communautés et plus de 200 clubs d'apprentissage par le service ont été créés au cours de ces 5 dernières années, donc c'est assez prometteur. Génial, bravo à eux, merci à vous Marie, bravo à vous, merci aux baleines et merci de nous avoir accueillis. Si vous avez le choix entre une petite salle et une grande salle, vous allez dans une grande salle, vous avez le choix entre un son pas génial et un son génial, vous allez là où il y a un son génial, l'expérience est absolument extraordinaire, les gardiennes de la planète, c'est dans toutes les salles en ce moment. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de la quotidienne, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Dylan Coller en régie et pour la préparation. Et puis au son Thibaut Goury-Lafont, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux.